Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. La tribune d'Emmanuel Macron est un bon point de départ pour un dialogue sérieux et constructif sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que vous savez de qui est cette phrase ? Non. Elle est de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui n'est pas franchement le meilleur ami politique du président. C'est un peu le baiser de la mort. Je vais le prendre positivement. On va se dire que même Viktor Orban considère que c'est un bon point de départ. Après, je pense que c'était important de reprendre une initiative française pour l'Europe et c'était ça l'intention. Au-delà de l'anecdote, on ne peut pas dire que ce texte, il ait soulevé des montagnes d'enthousiasme parmi les dirigeants européens. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas souvent un peu le même problème quand il s'agit d'Europe, de très grandes ambitions et puis pas toujours les partenaires pour les faire avancer ? Il y a des sujets sur lesquels on a avancé concrètement. Alors même que tout le monde disait que ça allait être quasiment impossible, je pense à la directive travailleurs détachés, par exemple, sur laquelle on a réussi à progresser. Il y a des sujets sur lesquels nous savons que nos partenaires sont prêts. Je pense à la politique de la concurrence, pour laquelle l'Allemagne a dit clairement qu'il fallait faire évoluer les pratiques de la Commission et le droit communautaire. Donc, certes, c'est une grande ambition, elle est posée telle qu'elle, mais après, je crois que nous trouverons des relais sur les politiques concrètes. Alors, du côté français, il y a Agir, la formation de Franck Rester, qui a annoncé qu'elle partirait au combat avec En Marche pour les européennes. Jean-François Copé, hier, a approuvé le contenu de la tribune du président, Jean-Pierre Raffarin, la veille. Finalement, est-ce que le but, il était là, c'était d'aller chasser un petit peu plus sur les terres de la droite et du centre-droit, élargir un petit peu le spectre qui peut se rassembler autour d'Emmanuel Macron ? On assiste clairement à une recomposition. Elle a commencé avec En Marche et autour du président de la République. Quand Jean-Pierre Raffarin, sommé par Laurent Wauquiez de choisit clairement, c'est un moment important. Après, Laurent Wauquiez, je vous le rappelle, a refusé de s'associer à la démarche qui précisément exclut Viktor Orban et son parti du PPE. Donc on voit bien que les fractures sont plus larges. Il y a tout un volet environnement dans la tribune du président de la République. Une banque pour le climat, par exemple, comment ça pourrait fonctionner ? Quel serait le but ? Alors, vous le savez sûrement, ça fait référence ou écho à la proposition qui a été faite par Pierre Larouturou et un certain nombre d'autres autour de ce qu'il appelle un pacte finance-climat. La question est simplement de dire, on a été capable de reconstruire l'Europe après la guerre, on est capable d'investir massivement sur d'autres sujets, il faut qu'on soit capable d'avoir un effet de levier entre investissement public et investissement privé pour le climat en Europe. Est-ce qu'il faut une banque spécifique ? Est-ce que la BEI peut le faire avec un mandat différent ? Ça, je crois que la question est très ouverte, mais dire il faut d'un côté une ambition très forte. Neutralité carbone en 2050, c'est l'ambition de la France et on voudrait la partager au niveau communautaire et des moyens financiers parce que ambition sans moyens c'est compliqué. Qui les c'est ça le apporterait sens. à cette banque Mais ça peut être une recapitalisation de la BEI par exemple ou la création d'une banque nouvelle. On a été capable de créer la BERD il y a quelque temps, la Banque européenne de reconstruction et de développement pour l'Europe de l'Est. On peut imaginer de créer une banque nouvelle. Emmanuel Macron voudrait aussi une évaluation scientifique indépendante des substances dangereuses pour l'environnement et pour la santé. Ça veut dire que ce n'est pas le cas en ce moment ? Il y a déjà des agences européennes qui travaillent d'ailleurs en réseau avec les agences françaises, mais la question de l'expertise sur la dangerosité des produits, elle est de plus en plus centrale et de plus en plus importante. C'est important de renforcer le dispositif actuel. Il n'est pas suffisant. En tout cas, il peut être renforcé. Il y a quelques jours dans le Figaro, Carlos Tavares, le président de PSA, menait une charge assez violente contre l'Europe sur les questions environnementales. Il parlait d'un diktat sur la réduction des émissions de CO2 des voitures. Et puis surtout, il évoquait une sorte de manque de cohérence, de manque de vision d'ensemble, notamment sur la question des batteries. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il se trompe ? C'est difficile d'arriver à avancer sérieusement en matière de transition écologique et de trouver la bonne manière de surmonter les difficultés en matière d'emploi. C'est clairement un sujet pour l'industrie automobile. L'industrie automobile est sur un modèle qui doit changer très fondamentalement. Donc on peut se demander quel est le bon objectif à 2035 ou à 2040. Je pense que c'est de la responsabilité de l'Europe de donner un objectif aux constructeurs européens et de leur dire il faut baisser les émissions de carbone et à moyen long terme, on sortira du véhicule thermique. Après, sur les batteries, on est très en retard en Europe. Ça fait partie des combats industriels que l'Europe a perdus. Je pense que c'est l'une des conséquences d'une politique industrielle, ou de l'absence plutôt d'une politique industrielle européenne. On a laissé partir les technologies, les grands champions de la batterie, ce sont les Chinois.
Ça fait quelques mois, quelques semaines que la France et l'Allemagne se disent on ne peut pas laisser les choses comme ça. Vous le savez, le président a annoncé un Airbus de la batterie, franco-allemand. On est tard pour la génération actuelle de batterie, il n'est pas trop tard pour les générations d'après. C'est vraiment le moment de s'en saisir. Mais du coup, ce qu'il dit lui, c'est le patron de Peugeot, c'est de dire, tant qu'on n'est pas au point sur ces questions de batterie, est-ce qu'il est raisonnable de nous imposer à assez court terme des fortes baisses d'émissions de CO2 ? D'abord, ce n'est pas à assez court terme, parce qu'on parle de 2035-2040. Deuxièmement, quand on regarde les rapports du GIEC et de tous les experts, c'est maintenant qu'il faut infléchir la trajectoire carbone. Donc on dit oui, il faut réinventer une ou plusieurs technologies. C'est l'électricité, c'est peut-être aussi l'hydrogène. Une ou plusieurs technologies qui vont permettre de passer un cap, mais c'est la responsabilité qu'on a tous devant nos enfants, nos petits-enfants. Alors cette tribune, elle donne un petit peu le coup d'envoi du débat, si ce n'est de la campagne en vue des élections du 26 mai. C'est pas un petit peu curieux pour la majorité de partir sans candidat ? Le candidat ou la candidate sera désigné d'ici la fin du mois. Il y en a 79 à trouver. Hein. Il y a une liste à faire et une tête de liste à trouver et une équipe dirigeante. Le travail est en cours, on aura la réponse relativement rapidement. Là, c'est un cadre très général qui est une aspiration et après, il y aura une liste des propositions plus précises. Mais on ne nous dit pas avant la fin du grand débat en quoi ça perturberait le déroulement du grand débat de mettre sur la table une liste et des premières propositions. Le grand débat, il est en train de se terminer doucement. Les réunions locales se terminent autour du 15 mars. On aura encore des conférences régionales citoyennes dans la deuxième quinzaine de mars. Demain, le président continuera sa tournée avec un premier débat sur la transition écologique qui sera dans le parc du Verdon. La constitution de la liste arrive à peu près en même temps, à peu près à la fin du mois. Donc ce grand débat, vous en êtes la co-animatrice pour le gouvernement. Il reste encore, vous l'avez dit, quelques étapes avant que les décisions soient annoncées. Mais qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a marqué, vous a touché dans la masse considérable des questions qui sont soulevées, des problèmes qui sont abordés, des propositions qui sont formulées? Qu'est-ce que vous retenez comme ça, spontanément? Moi, d'abord, ce qui me touche, c'est la participation. Et la diversité de la participation, parce que pour avoir participé à quand même beaucoup de réunions maintenant, on sent vraiment un intérêt, et un intérêt pour les questions nationales. L'une des questions qu'on se posait, c'est quand on réunit des gens à un endroit, est-ce qu'ils nous parlent des 4 thèmes du grand débat, ou est-ce qu'ils nous parlent de problèmes très locaux? Ils ne parlent pas du tout de problèmes locaux, et ils ont très bien compris que ce n'est pas l'endroit. Donc une volonté vraiment de contribuer, et donc une responsabilité de notre part, de bien prendre en compte toute la parole. Après, moi, ce qui me frappe, parce que je suis assez récente dans le système politique, c'est l'énorme défiance des Français vis-à-vis des dirigeants publics. La méfiance face à l'idée que les dirigeants sont là pour essayer de trouver la bonne solution pour l'intérêt général. Donc, beaucoup de questions autour de l'exemplarité. Sur l'écologie, et je pense qu'on y reviendra demain, parce que moi je suis heureuse d'accompagner le président dans un débat thématique sur l'écologie, il n'y a pas de rejet de l'écologie, où il n'y a pas de rejet de la problématique. La demande, c'est quoi? Il y a une vraie acceptation de dire oui, il faut qu'on change nos pratiques parce que le réchauffement climatique est là. Mais par contre, il y a une demande d'équité très forte. Ne demandez pas aux citoyens tant que vous n'avez pas demandé aux grosses entreprises, aux pollueurs, etc. Et puis, il y a une demande de concret, c'est-à-dire ne nous mettez pas dans une équation dans laquelle vous nous culpabilisez de prendre la voiture, par exemple, alors que vous ne nous avez pas trouvé de solution alternative, à la fois technique et à la fois d'organisation, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il n'y a pas de covoiturage, parce que le vélo, c'est pas si facile, etc., etc. À la fin, qui décidera? Emmanuel Macron tout seul? À la fin, le président, le gouvernement, les parlementaires décideront. Certaines décisions seront probablement rapides, des mesures concrètes, d'autres nécessiteront du temps. Et donc j'imagine que ce seront des orientations pour lesquelles il faudra se laisser quelques semaines, quelques mois de travail pour aller au bout. Laurent Berger de la CFDT, Nicolas Hulot et une vingtaine d'associations ont formulé hier des propositions pour allier justice sociale et transition écologique. Alors vous en pensez quoi, vous qui êtes justement secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire? Je trouve que c'est une démarche très intéressante, je trouve que c'est une contribution de valeur, parce que précisément, cette démarche, elle montre que la transition écologique est compatible avec du développement économique et de la solidarité sous un certain nombre de contraintes ou de propositions. Mais ils sont assez Il y a beaucoup de critiques. choses dans lesquelles moi je me retrouve.
rénovation du bâtiment, développement des énergies renouvelables, accompagnement des territoires touchés par des pertes d'emplois liées à la transition écologique, justice sociale. Donc je pense qu'il y a une matière intéressante là-dedans. On a la semaine prochaine nos 4 conférences nationales thématiques, dont une sur la transition écologique. On accueille au ministère de la Transition écologique lundi. Donc toutes ces organisations en sont membres. Je pense que ces sujets seront discutés. Un dernier mot sur la prime d'activité. On compte 1 100 000 bénéficiaires supplémentaires depuis son renforcement qui a été décidé en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Vous qui avez travaillé aux côtés de Martin Hirsch sur la mise en place du RSA, qui est un peu l'ancêtre de cette prime d'activité, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle cette hausse du nombre de bénéficiaires ? Moi, je suis fière d'avoir contribué à la création du RSA parce que la prime d'activité, c'est la suite du RSA activité. Donc, on l'a inventée il y a une dizaine d'années. Elle a été améliorée depuis. Je suis convaincue que c'est un mécanisme solide parce que c'est un mécanisme de soutien aux revenus de ceux qui travaillent, qui prend en compte la taille de la famille et les revenus globaux. C'est une base d'impôt négatif d'une certaine manière. On peut toujours l'améliorer, mais en tout cas, 1 million de bénéficiaires supplémentaires, c'est la preuve que ça répond à un besoin, que c'est compris et que c'est une vraie réponse de pouvoir d'achat. Et peut-être aussi que beaucoup de gens qui y avaient droit n'y songeaient pas jusque-là. On a toujours un problème sur ce type de prestation qui est le non-recours. On l'avait d'ailleurs massivement au moment du RSA activité. C'est pour ça que le RSA activité a été transformé en prime d'activité, pour le simplifier, pour améliorer, pour baisser le non-recours. Là, je pense qu'on va encore faire de gros progrès. Et c'est bien, le non-recours, c'est bien plus élevé que la fraude. Merci beaucoup Emmanuelle Wargon. Merci à vous.